Voici maintenant près de 10 minutes que j'attends, et bien entendu, ma nouvelle amie hercynienne n'est pas au rendez-vous. C'eût en effet été étonnant qu'une femme arrive à l'heure. Et moi qui, naïf, avais presque parfaitement appris ma leçon afin de mieux l'épater. Eh bien, tant pis, nous ferons sans elle. Tenez, ce vieux mur aux briques disjointes, c'est tout ce qui reste du château Fontaine, ancienne demeure d'une grande famille du village. Il sert maintenant de reposoir aux corneilles et de tableau aux agriculteurs en colère. De l'autre côté de la route, devant les bâtiments neufs du château, une prairie fort accidentée, les fonds Perrault. Ces fonds et bosses sont tout ce qui reste du séjour favori des comtes de Berlaymont. Louis XIV, le roi Soleil, alors qu'il pourchassait l'Espagnol devant Saint-Guilain, n'a pu admettre que ce magnifique castel abritât une garnison ennemie. Et c'est ainsi qu'après un mois de pillage, le 12 septembre 1655, moins de 100 ans après sa construction, le beau château d'Herchy flambait, par les bons soins de ces canailles de fantassins du maréchal de Turenne. Un témoin raconte qu'en moins de 3 quarts d'heure, tout a été fricassé et réduit ensemble. Un pré où l'on a envie de jouer. Quelques briques en forme de voûte. Vanité des vanités. Oh, hé, vous êtes en avance et vous ne m'avez pas attendu, vilain. Ouais. Qu'est-ce que vous marmonnez? Je dis, j'allais vous montrer le château fort d'Herchy. Allons, vous venez? Belle journée, hein? Il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure. Voici l'ancienne demeure du prévôt des comtes d'Egmont, ou encore le corps de garde, ou encore la vieille ferme, ou encore le musée, où Madame Mat de Ghent veille sur le précieux passé de ses biens. C'est avec la tour le seul bâtiment qui nous soit parvenu des temps anciens. L'homme armé doit-on douter? On a fait partout crier que chacun se vienne armé d'un obregon de fer. L'homme armé doit-on douter? De qui dépendaient les seigneurs d'Herchy? Ils étaient vassaux du comte de Hainaut, et comme tels, ils leur devaient foi, hommage et service armé. On trouve trace des seigneurs d'Herchy dès le début du Moyen-Âge et de la féodalité. Ainsi, Messire Gauthier de Lens, vers 1050. Messire Jean de Lens, vers 1300. Celui-là, un seigneur humain et généreux, et grandement considéré. Messire Antoine Rollin, fidèle au duc de Bourgogne. Sa bru, Gilette de Berlaymont, céda Herchy pieds et poings liés à son cousin Charles, et ce furent 100 ans de faste et de prestige. Pourquoi pieds et poings liés? Parce que l'empereur Charles Quint avait accordé à cette noble dame tout droit de justice sur ces terres, y compris la peine de mort. Oh, j'en ai froid dans le dos. Des Berlaymont-Egmont et des Egmont-Pignatelli. Le dernier seigneur d'Herchy, celui qui vit la tourmente révolutionnaire lui ravir ses biens avec l'intention de mettre cet aristocrate à la lanterne, fut Casimir d'Egmont-Pignatelli, qui s'exila en Allemagne,
comme le firent la majorité des nobles à cette époque. Il y est d'ailleurs décédé en 1802. Oh oh. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oui, et aussi pour mieux me canarder, car cette tour n'a pas toujours été inoffensive. Vous n'avez pas le vertige? Venez, nous allons la visiter. Mais auparavant, une petite leçon. 3 niveaux. Des murs de 2,50 m d'épaisseur en bas, de 1,50 m en haut, 10 mètres de diamètre à la base. On y va? L'homme armé doit en douter. Revoilà notre meurtrière et sa bouche à feu. La voûte en calotte du premier niveau, 4,20 m de haut. Suivez-moi. La salle principale est au premier. Vu? Nous sommes sous les combles. Oui. Et maintenant? Sur les toits. Et sachez que ces derniers ont donné pas mal de fil à retordre à leurs différents propriétaires. Tenez, par exemple, déjà en 1677, les ennemis avaient rompu le toit pour y poser leurs sentinelles, et les grands vents survenoient depuis, et y ont causé des dommages à cause de l'ouverture, et les pluies, aussi l'humidité. Et les archives de la pairie de Lens nous informent que ce fut, cette année-là, Jean Buisson, couvreur, qui effectua le raccommodement de la tour du Vieux-Chasteau, pour la somme de 23 livres. Le joli puits fleuri. Il se trouve au milieu du plus vieux château, celui du XIIIe siècle. Comment le plus vieux château du XIIIe siècle? J'ai toujours entendu parler du château d'Herchy et non pas des châteaux d'Herchy. Oui, bien sûr. De l'autre, il ne reste pratiquement plus rien. Mais souvenez-vous tout à l'heure, les Fontperrault, le château du XVIe, incendié par les Français. Oui, il est vrai que, comme vous le disiez, je vous ai attendu. Oh, ça va, hein? Venez, allons. Je vais voir cette margelle de plus près. Je passe devant. Vous n'avez pas le tournis? Il a du cachet, hein? Tenez, puisque nous sommes à admirer les vieilles pierres, profitons-en.
Et voici, gravées, les armes de Charles de Berlaymont, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, et celles de son Altesse Adrienne de Ligne-Barbançon, son épouse. Celles du Seigneur sont à 15 pales, posées 5-5-5, d'argent sur fond azur à 3 bandes de gueules. Qu'est-ce que vous avez, comme vous parlez drôlement? C'est ainsi qu'en héraldique, on décrit ce blason, que j'ai reconstitué pour vous. Tenez, voilà. Merci, vous êtes plein d'attention. Dommage que vous soyez parfois si bougon. Cessez donc de mentir et entrons dans la demeure. C'est Charles de Berlaymont lui-même qui nous accueille. Écoutons ce père de 14 enfants s'excuser auprès de Marguerite de Parme de ne pouvoir assister aux funérailles de Charles Quint. Madame, j'ai reçu lettre de votre Altesse pour me commander venir à Bruxelles le 20e de ce mois pour assister aux obsèques de feu de glorieuse mémoire, l'empereur, à qui Dieu fasse paix. Suppliant bien humblement il plaise à Issel me pardonner, si par cette fois m'est excusé pour quelque affaire qu'est ici à despêcher, que selon ma pauvreté me sont importance et que mal je puis excuser. Lesquels achevés, me faudra me retirer. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Pour l'instant, laissez parler Charles de Berlaymont. Il plaira à Issel me commander. Madame, je prie Dieu donner à votre Altesse longue et heureuse vie, de Herchy, le 17 de septembre 1558, très humble et obéissant serviteur, Charles de Berlaymont. Alors, ce pauvre riche. Eh oui, en dépit de revenus fort importants, bâtir un château, élever 14 enfants de la dignité de leur rang, coûte énormément d'argent. Voici un exemple de la magnificence des cérémonies chez Charles de Berlaymont. C'est à l'occasion du mariage, le 15 février 1564, de Gilles, son fils aîné, qui d'ailleurs lui succédera. Les bourgeois de Givet ont mené à Herchy, pour les noces de Monseigneur, 11 chevreux, un bœuf, une bisse, un cinglé, 2 hures de cinglé, une demi-tonne de venaison salée, 2 coqs d'aine et 6 coupes de perdrix. Les seigneurs d'Herchy savaient recevoir. Et qui Monseigneur épousa-t-il? Son Altesse Lamberte de Croÿ, fille du prince Adrien de Croÿ. Ces vieux documents nous plongent d'emblée dans des querelles plusieurs fois centenaires. Ici est dévoilée une entourloupette de messire de Milhaud, mais l'intendant des comptes veillait au grain. Et ceci? Ces pages jaunies nous montrent qu'en ces temps-là, la fraude fiscale existait déjà, et que les comtes d'Egmont n'étaient pas à l'abri de la tentation. C'est tout bonnement le pouvoir central qui réclame de Casimir d'Egmont-Pignatelli le paiement de ses contributions. Il faut dire que cela faisait déjà plusieurs générations que les Egmont ne passaient plus à cette baliverne. Hé hé, les coquins. Madame Béto avait promis de faire régorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Béto avait promis Ne perdez surtout pas la tête. d'être fidèle à son pays, mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Le patriote a pour ami, tous les bonnes gens du pays, mais ils se soutiendront tous au son du canon. Quand je pense que c'est encore ce pauvre Casimir qui va encaisser tout ça. Eh oui, tout fut confisqué et vendu. Vendu à qui?
Vous m'embarrassez. Oserais-je le dire? Allez-y, mon bon. Eh bien, tout fut vendu au ci-devant Casimir d'Egmont Pignatelli. Pardon? Veuillez répéter? Je dis, vendu au ci-devant Casimir d'Egmont Pignatelli par l'intermédiaire de quelques hommes de paille. Oh, c'était bien l'affaire. Voici quelques dessins, quelques photos nous montrant le château à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci. La grande porte d'entrée, ancien pont-levis. Une vue des bâtiments debout en 1858. Ceux restant en 1900. La misère, l'abandon. Architecte de Mons. Et soudain, en 1901, le chanoine Edmond Puissant acquiert le domaine et lui redonne vie. Il s'installe. Il fouille. Il construit. Il met à jour. Il restaure. Il fouine. Il aménage. Il signale. Il communique. Et Herchy reprend connaissance de son château. Et Herchy reprend connaissance de son histoire. Une résurrection. Oh, la tête me tourne. Et comme vous me l'avez bien rempli de noms et de dates, imaginez un peu. Venez, nous allons quitter le château. Le village nous attend. Quel gros arbre. Encore un souvenir dans votre petite cervelle malmenée. Ce vieux saule a très certainement connu les derniers seigneurs, dont notre cher Casimir. Maintenant, venez. D'autres surprises nous attendent. Les jolis vieux messieurs. C'est la société de Saint-Martin qui pose ainsi pour vous. Un groupe de francs camarades, et bons vivants avec cela. Vous en reconnaissez? Bon, vous semblez oublier que je suis une gamine. Tenez, il y a Théodule Poulain, le chef d'école. Ernest de Saint-Moulin. Louis Mailleux, dit Calico, le tailleur. Le garde champêtre, Ursmar d'Aumry. Charles Giffroy. Le boulanger, Émile Bienfait. Léonard Bouet. Émile Botte. Louis Loire, ou Louis Dugros si vous préférez. Vital Rastio. Renard Clovis, le brasseur. Le secrétaire communal, Auguste Darrow. Que du beau monde, quoi. Oui, et aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir se glisser dans les conversations d'Herchy les noms de l'un ou de l'autre de ces messieurs. Grâce à la gentillesse de Madame et Monsieur Darrow, qui détiennent ces souvenirs, vous allez pouvoir admirer de plus près ce collier que porte Vital Rastio. Il était attribué chaque année au roi de la société. Voyez. Oh, chic. Nous allons nous glisser dans le cortège. Vous venez?
Eh oui, il y eut la guerre, celle qu'on a dit avoir été la première. Il y eut aussi, hélas, la seconde, avec ses martyrs, avec ses misères, avec ses tristes souvenirs. Avant ces deux tourmentes qui ravagèrent l'Europe, c'est ainsi qu'apparaissait la place. Et là, debout, bien fier, l'arbre de la liberté. Encore un arbre historique, je présume. Vous l'avez deviné. Il fut planté l'année où la révolution décapita Louis XVI. Ouf, ça fait loin, ça. Oui, en 1793, par un certain citoyen Bourdon, député français. Écoutez, c'est Grétry qui a écrit cette chanson. Unissez vos cœurs et vos bras, enfants, citoyens, magistrats, plantons l'arbre sacré, l'honneur de ce rivage, que ton emblème, ton liberté, soit le signal de la gaieté. La tristesse en ce jour n'est que pour l'esclavage. Les jeux, les chants sont un hommage pour les succès des Français. Et après avoir, pendant 170 ans, rappelé aux habitants d'Herchy que c'était de France qu'était venue la liberté, on culbuta ce fier platane. Il avait été le symbole de l'homme libéré, c'était maintenant un danger public. En quelque sorte, un souvenir insalubre. Si vous voulez. Oh, mais il en reste un autre d'arbre sur cette place. Oui, celui-là, un platane aussi, c'est l'arbre de l'armistice. Il commémore la fin de la Première Guerre mondiale et fut planté lors de l'inauguration du monument aux morts le 31 octobre 1920. La liberté nous venait cette fois-là d'Écosse, mais c'est une autre histoire et nous l'évoquerons tout à l'heure. Tiens, c'est une création. Oui, et puisque nous sommes près de l'école, écoutons donc ce qu'écrivait en 1774, à propos des écoliers de ce temps-là, l'abbé de Gavarel, un autre enfant d'Herchy. Aujourd'hui, les élèves ne viennent en classe qu'avec peine, et en entrant, ils soupirent déjà après le moment de sortir. Y sont-ils assis? Ils s'occupent sans cesse des moyens de se désennuyer. Ils jasent, ils poussent, ils tirent leurs condisciples et chagrinent leurs professeurs. Ils font rire celui-ci et pleurer celui-là. Ils lisent des almanachs, des chansons et même des livres pernicieux. Enfin, ils inventent des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Déjà, on a vu un pantin danser d'un côté, un coup de canif se donner dans l'autre, tandis que d'autres s'occupaient à des jeux dans un bout de l'école. Obligés de satisfaire aux besoins de la nature ou feignant de l'être, sans cesse ils troublent le professeur en demandant la permission de sortir, en entrant ou sortant, en ouvrant ou fermant la porte. Chagrin d'être si longtemps retenus, ils croient se venger en n'écoutant pas leur professeur et en dédaignant ce qu'il peut dire. Oh, les petits chenapans. Heureusement que ça ne se déroule plus comme ça. Et la cure. La gestion spirituelle. La maison communale, La gestion temporelle. dont le sceau officiel comprend les armoiries du village. Cet écusson fort ancien, après une longue éclipse,
fut rétabli en 1913 avec l'assentiment du roi Albert Ier. Vous m'avez tout à l'heure étonné en décrivant en termes curieux les armes de Charles de Berlaymont. Je vous en prie, éblouissez-moi encore. Oh, avec plaisir. Ces armes sont de gueules à 3 lions d'argent armés, lampassés et couronnés d'or, accompagnés en abîme de la lettre H en argent. Que c'est bien dit. Avant de quitter la ville basse, je tiens à vous montrer cette imposante demeure. C'est le château Meurin, et la famille de ce nom donna à Herchille 5 mailleurs et bourgmestres. Vous comprenez pourquoi ce bâtiment, datant de 1853, et la famille qui le possède ont retenu toute notre attention. Ainsi que cette chapelle touchant à la propriété. Et dont la façade regarde le nouveau cimetière. Il y en eut un autre? Avant 1866, les inhumations avaient lieu, comme dans de très nombreuses communes, autour de l'église. Mais cette année-là fut une année noire pour le village, où le choléra sévissait. Aussi, par mesure d'hygiène, transféra-t-on la nécropole au dehors du noyau habité. Vous me disiez tout à l'heure qu'en 1918, la liberté était venue d'Écosse. À cette stèle, à ces pierres et à ces noms, je crois que nous sommes devant ces jeunes Britanniques qui ont sacrifié leur vie pour la nôtre. Ils ne furent pas les seuls. Saluons aussi les enfants d'Herchille, fauchés par cette guerre. Venez, nous allons maintenant vagabonder dans la campagne. Notre première étape sera la ferme de Barbery, dont on voit d'ici les toits. C'est une jolie ferme, dont l'étang, les arbres qui l'ombragent tenteraient plus d'un promeneur. Et sa prairie accidentée. Justement, voyez ces creux, ces bosses. Eh bien, comme pour les fonds Perrault, où vous avez si longtemps entendu tout à l'heure, et toc, nous sommes ici devant les ruines comblées d'un château. Ah oui? Et au nom de qui cette demeure était-elle liée? Au nom des barons d'Hussard et de Royer, 2 autres figures prestigieuses de l'histoire de notre village. De Royer le sénateur? Exactement. Le château fut rasé par ses propriétaires ultérieurs et en 1878, il n'en restait déjà plus rien. Je n'aurais donc pas la satisfaction de savoir au moins quel aspect il pouvait avoir. Détrompez-vous. Grâce à la diligence de l'abbé Petit, qui connut ce château, et à la gentillesse de Madame de Kemmeter, qui détient ce document, votre curiosité sera satisfaite. Voici le château d'Hussard, reconstruit pour vous. Oh, belle et imposante demeure. Dommage qu'elle ait été détruite. Savez-vous qu'elle abritait de véritables trésors d'art? Cette pierre dans le mur de la ferme,
Vient-elle du château? Peut-être, on peut toujours rêver. Mais venez, nous coupons à travers champs pour aller voir la ferme du Colroy. Elle appartenait en leur temps au comte d'Egmont. Le chemin est tout tracé. En suivant cette route, nous aboutirons au bois de Lens. Et là, vous n'allez pas à nouveau me demander si j'ai peur du loup? Je me méfie, vous savez. Rassurez-vous, et pour vous prouver la pureté de mes intentions, acceptez ce bouquet de jacinthe des bois. À la lisière, la ferme du Planty. Et sa mare au canard. Dites, vous ne voudriez pas me cueillir un autre bouquet de jacinthe? Volontiers. Et tant que nous y sommes, nous allons prendre au plus court et traverser ces taillis. Voyez, la Biéclette. Comment? Ah, la Berquelette! Oh, c'est du pareil au même. Nous sommes au bout du village. Chièvre est à 2 pas. Cette vieille pierre dans la cour soulignait sans doute une chapelle. Et savez-vous que la cense de la Biéclette était déjà connue en 1650? Celle-ci, par contre, est plus récente. Oui, la ferme du Carreau date, elle, du siècle dernier. Et comme le Planty, elle fut installée dès après le défrichement du bois de Lens. Mais voyez celle-ci, avec ses pignons comme des donjons. C'est Gipleux, ferme seigneuriale. Un vrai monument. Elle est citée dès 1480. L'Amérique n'était pas encore découverte. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes briques, ce ne sont pas les mêmes bâtiments. Mais avouez que c'est émouvant. Et ce qu'elle a souffert. La soldatesque française en particulier semblait lui en vouloir. Ainsi, par exemple, Jean d'Aumry, un mailleur du village qui habitait en 1649, se plaint notamment des dégradations et pillages commises par les troupes françaises. Cette maison, opinion datée, et qui se trouve pas très loin de là, aurait été construite pour le varlet de Gipleux. L'endroit est tranquille et le soleil vous incite à flâner. Mais attention, une surprise vous attendra peut-être au détour du chemin. Et vous en profiterez pour rapporter à la maison un bouquet de campanules. Vous descendrez vers Gipleux, qui se laisse toujours contempler, quelle que soit la saison.
Et aussi la ferme de Brocard, toute proche, qui, si elle n'est pas aussi vénérable que sa grande voisine, n'en date pas moins de fort longtemps. Elle est déjà citée en 1743. Qu'avez-vous à regarder ainsi cette prairie? Ne vous étonnez-vous pas de trouver en plein milieu de ce pré, ce puits et ce noisetier? Je ne vois là rien de diabolique. Détrompez-vous, c'est tout ce qui reste du cabaret du fin esprit. Oh, venez vite, je crois percevoir une odeur de soufre. S'il fallait ainsi fuir chaque fois qu'on rencontre à Herchy l'emplacement d'un vieux cabaret, croyez-moi, vous n'en finiriez pas de courir, et ce qui est plus grave, de mourir de soif. Pensez, il y avait en 1914 135 cabarets dans la commune. Quel joyeux dimanche vous pouvez passer. Oh, taisez-vous, ivrogne, et dites-moi plutôt où nous allons. Vers le bois des Fichots, que l'on voit là-bas. Et le château Marouzet, une autre ferme, qui se cache juste derrière. Très joli coin aussi. Après avoir frôlé 9 maisons, rentrons donc vers le village. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi toutes ces grimaces et gesticulations? Mais c'est ici qu'était le chêne de la folie, et je crois bien que je m'en ressens un peu chaque fois que je passe à cet endroit. Heureusement qu'il brûla en 1890, sans quoi, imaginez dans quel état je serais. Cessez vos pitreries, et dites-moi si j'ai bien reconnu le bois de Soigne. En effet, quelques haies, quelques arbrisseaux en plein champ. C'est tout ce qui reste de ce bois de Soigne. Il y a aussi ce haut fût squelettique. Solitaire dans la mort. Et celui-ci, encore bien vivant, et sans doute aussi repère géographique. Oh, voyez quel magnifique panorama on découvre d'ici. Berquelette, Gippleux, Brocard, réunis en un seul coup d'œil. Cette ferme, dont l'origine et l'appellation semblent se confondre avec celle du Mont Garni à Beaudour, c'est le fief de Gré, encore appelée, dans ses rangs reculés, ferme de Malgarni. Est-elle aussi vieille que Gippleux? Oh oui, assurément. On en trouve trace dès 1445. Philippe le Bon était seigneur de Bourgogne. Oh, et je vois que comme ce seigneur dont elle serait contemporaine, cette belle ferme aime à s'entourer de pierres précieuses. Voyez ce champ d'émeraude et de rubis. En remontant ce chemin, nous croisons la ferme d'Estrée. Et puis, celle du Rouge Puits. Oh, j'ai le pressentiment que vous allez me raconter ici une histoire sanguinaire. Oh, on pourrait imaginer que, dans les temps anciens,
quelques cadavres hachés menus furent jetés dans le puits de cette ferme, mais la vérité est moins fantastique. La ferme tire vraisemblablement son nom de ses propriétaires. Ainsi on cite en 1218 Roger Puche, ce qui, en bon français, donnerait Roger Dupuis, un nom bien de chez nous. Et de transformation en transformation, nous sommes aujourd'hui devant Rougepuis. Je n'aurai donc pas mon histoire de vampire. Tant pis. Des histoires, de l'histoire, il y en a plein, Hershey. Tenez, en voici encore. Cette ferme massive est liée à deux très anciennes familles d'Hershey, les familles Paternotre et de Saint-Moulin. Ainsi, en 1308, Jacquemont Paternotre, échevin d'Hershey. La ferme elle-même ne cache pas son âge. Oh, et cette chapelle? Venez, voyons-la de plus près. Vous reconnaissez en haut la herse, l'emblème des cultivateurs. Et de Saint-Moulin, où voulez-vous que nous allions? Mais, pardi, au moulin? Vous ne croyez pas si bien dire. Voici tout ce qui reste du grand moulin des comtes d'Egmont, la Motte. C'est donc ici que se dressait le fameux moulin banal, où tous les sujets du Seigneur devaient obligatoirement venir moudre leurs grains. Comme vous dites. Voyez-vous ces grands bras tourner au vent? Sentez-vous la bonne odeur de la farine tiède? Le meunier dort, et il y a peu de chance pour qu'il se réveille. Presque en face, une autre chapelle, nichée dans une haie circulaire. Cette chapelle est bâtie par André Chauvin, cultivateur à Hershey, l'an 1849. Passant, intercéder notre Sauveur Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Et toujours la herse. Il ne manque vraiment pas de jolis coins à Hershey. La ferme des attaques. Et sa chapelle. Chapelle qui abrita Notre-Dame aux Fleurs, après que les sans-culottes l'eurent délogée de sa niche originale, qui se trouvait ici. Au carrefour de la Piécente de la Chapelle et du vieux chemin de Saint-Guilain à Lens. Ferme les attaques, c'est bien, mais apporter un pareil nom, on risque fort un jour ou l'autre de recevoir des éclats d'obus. Et je vois que c'est ce qui est arrivé. Cette blessure date de la Première Guerre mondiale. Signez-vous. Pourquoi? C'est un autre des nombreux endroits mystérieux du village, les quennes à miel. Ah, ruche sauvage ou bruissement de feuilles? En tout cas, un endroit qui semble avoir été craint des gens d'autrefois. Et voici la ferme de Lompré, une ferme au repos.
Des souvenirs. Le charme des vieilles pierres et des vieux murs. Profitons d'un peu de fraîcheur. C'est notre dernière halte. Merci, Monsieur Mahieu. Un petit écart nous permet de voir l'ancienne forge qui a donné son nom à la rue. Elle était déjà connue en 1700. Je vous ai cité tout à l'heure une centenaire peu commune. La voici. C'est Charlotte Cardinal. Elle a vécu 106 ans, étalée sur 3 siècles différents. Elle a connu Napoléon, Guillaume d'Orange, Léopold Ier et Léopold II. Et il s'en est fallu de 4 ans qu'elle ne connaisse Albert Ier. Et c'est ici qu'elle habitait. Bien sûr, les bâtiments ont subi quelques transformations, mais on devine sous la chaux la silhouette de la vieille maison de Madame Cardinal. Oh, mais vous entendez? Bien sûr, nous sommes près de la place et c'est la kermesse. Nous y allons? Ah, j'oubliais de vous dire, merci pour cette promenade.